Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de la société Kimo Sorman. On va encore patienter quelques instants, il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Merci, à tout de suite. Bon, très bien, on va pouvoir démarrer. Je vais vous partager mon écran. Donc bonjour une nouvelle fois, bienvenue et merci à tous d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire que vous propose donc le groupe Kimo Sorman sur le thème largement d'actualité qui est celui de la qualité d'air intérieur. Donc je suis Freddy Caron, je suis chef de marché et référent technique sur la partie instruments pour le groupe Kimo Sorman et aujourd'hui je suis accompagné de Lachezar Stamatov qui sera à la technique et qui sera en charge de recueillir vos questions que vous pouvez poser sur la droite de votre écran et on va essayer d'y répondre au moins à quelques-unes d'entre elles en fin de session s'il y en a. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout d'abord faire un petit rappel de qui nous sommes. Une brève présentation du groupe Kimo Sorman, puis parler de qualité d'air en deux parties. La première sera consacrée aux principaux paramètres de la qualité d'air intérieur. La seconde consacrée aux appareils qui permettront donc de mesurer ces différents paramètres. Enfin, on va terminer avec quelques conseils et prendrons, comme je vous disais, quelques-unes de vos questions s'il y en a. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes fabricants français d'appareils de mesure depuis plus de 40 ans dans le domaine du génie climatique et donc, bien sûr, aussi dans celui de la qualité d'air intérieur, car les deux sont intimement liés. Même si Xoroman, c'est un groupe international qui est présent sur tous les continents. Voilà, notre siège social est basé en France, en Dordogne, à Montpont-Ménestérol. En France, nous comptons un peu plus de 400 employés qui sont répartis sur deux grands sites. Le premier à Chevry-Cossigny, en Seine-et-Marne, pour tout ce qui est tout ce qui est pompe de relevage de condensat, et le deuxième sur Montpont-Ménestérol pour tout ce qui est instrument. Voilà, même si on a quelques lignes de fabrication de pompes qui se trouvent là-bas. Au niveau de notre activité instrument, on conçoit, on fabrique, on répare et on étalonne tout type d'appareils. Alors bon à savoir, la division service en France compte un peu plus de 50 personnes pour assurer des prestations de SAV, d'étalonnage, de vérification en usine. On est d'ailleurs COFRAC dans deux grands domaines que sont ceux de la température et de l'humidité. Mais on peut également se déplacer chez vous pour assurer des prestations de métrologie, voire même des formations en cas de besoin. Au niveau des appareils, on fabrique des appareils portables et des appareils à poste fixe. Donc, les appareils en poste fixe, c'est plutôt pour faire de la mesure à demeure, voire en continu. Les appareils portables, c'est pour des mesures ponctuelles sur site. Et au niveau de nos domaines, on travaillera sur tout ce qui est température, vitesse, humidité, pression, débit et combustion. Et bien entendu, qualité d'air. En France, pour répondre à vos demandes, notre service commercial compte une quinzaine de commerciaux itinérants qui peuvent se déplacer en fait en cas de besoin et une vingtaine de commerciaux sédentaires répartis en trois grandes régions que vous voyez sur cette carte. N'hésitez pas à nous contacter pour tout type de demande. Donc, on va pouvoir rentrer dans cette première partie qui sera consacrée donc aux enjeux et aux paramètres de la qualité d'air.
Alors pourquoi la qualité d'air aujourd'hui? Parce qu'on voit, de plus en plus de monde en parler de la qualité d'air intérieur et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au moins, en fait, la situation sanitaire, qu'on vit, en fait, depuis quelque temps a permis une prise de conscience, générale, sur le fait que la qualité d'air est réellement un enjeu de santé publique, hein, et c'est peu dire. Alors en 2019, il y avait un article qui était paru dans le journal Le Monde, voilà, qui indiquait que la pollution de l'air était la cause de 48 000 décès en France par an. Donc à titre de comparaison, c'est devant l'alcool qui ferait, lui, 41 000 victimes, selon des enquêtes de santé publique publiées en février 2019. Mais la pollution est-elle principalement extérieure? Eh bien, figurez-vous que c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que nous passons en moyenne 85% de notre temps dans les espaces qui sont fermés et à l'intérieur desquels on peut retrouver bon nombre de polluants. Voilà, les espaces fermés sont d'ailleurs propices à tout ce qui est développement de bactéries, de virus, de champignons qui se développent plus ou moins rapidement, plus ou moins vite en fonction des conditions de température, voire d'humidité, mais également en fonction de la circulation de l'air en intérieur. Les débits de ventilation aérée, c'est primordial en qualité d'air. En France, 25% de la population souffre d'allergies, il faut le savoir, et environ 50% des logements, je parle bien des logements, seraient contaminés par ce qu'on appelle des COV, dont on va parler dans quelques minutes. J'ai précisé logement parce que la qualité d'air intérieur, ça ne touche pas que nos maisons, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, sur notre lieu de travail, les bureaux, dans les salles de classe, et j'en passe et des meilleurs. Ici, on pourra voir quelques-uns des principaux paramètres de la qualité d'air, donc qui ne sont pas tous des polluants. Mais on va retrouver entre autres, par exemple, le CO2, le dioxyde de carbone, qui est largement connu. On va détailler quelques-uns en fait juste après. Le CO2 qui permettra notamment de déterminer tout ce qui est indice de confinement, notamment. On va retrouver le CO, le monoxyde de carbone, les COV, les fameux COV, les composés organiques volatiles, dont on va détailler aussi dans quelques minutes. Le CH2O, qui, vous voyez, en fait, est en orange parce que c'est le formaldéhyde. Pourquoi je l'ai mis en orange? Parce qu'il figure en fait parmi la grande famille. A priori, il y avait un petit problème de son. Si quelqu'un peut me confirmer que le son est bien revenu. Super, on m'a dit que oui, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Donc je vous ai montré quelques diapos avec des paramètres importants de la qualité d'air, également les polluants. Également les polluants que je reprends en fait juste ici parce que je ne sais pas à partir de quand en fait on n'a pas eu de son malheureusement. Donc je vous disais que donc ppm, donc parties par million, ici sur le graphique, ça représente le nombre de particules de polluants contenus dans 1 million en fait de particules d'air. Par exemple, ici le NO2, le SO2 sont extrêmement dangereux à 6 ppm. Voilà, le CO2 sur une échelle un petit peu plus grande. Sachant que dans l'air, on va retrouver grosso modo 21% d'oxygène, 78% d'azote, le reste étant les polluants qui peuvent être plus ou moins dangereux. Voilà.
Concernant le CO2, donc le CO2 qui est le dioxyde de carbone, à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone, qui est le CO2, c'est un produit qui est rejeté par l'organisme humain, voilà, au cours de la respiration. Donc on aspire en fait de l'air et on expulse en fait du CO2. Donc à savoir, c'est aussi expiré par les animaux, hein. Il est également dégagé par tout ce qui est feu ouvert ou des combustions diverses comme des bougies ou des cigarettes. En extérieur, le taux de CO2 varie généralement entre 350 et 450 ppm. En intérieur, on considère que le taux de CO2 doit être inférieur à 1000 ppm pour qu'il soit correct. Donc, mesurer le CO2, ça permet également de déterminer ce qui s'appelle un indice de confinement, qui est d'ailleurs demandé de calculer pour certains ERP. Voilà, c'est les ERP, je précise, c'est établissement recevant du public. On fera un petit focus également en toute fin de session. Au niveau des seuils de dangerosité du CO2 un petit peu plus détaillés, on les retrouve ici. Donc, je vous rappelle 350-400 ppm, ce sont les valeurs, on va dire, extérieures optimales. Entre 350, même 450 aujourd'hui, avec les industries notamment. Ça a tendance à augmenter ces dernières années. Entre 400 et 1000 ppm, on va considérer qu'une habitation, qu'un espace intérieur est suffisamment aéré. Entre 1000 et 2000, on va commencer à voir les premiers signes de somnolence. Et de 2000 à 5000, là vraiment vont apparaître tout ce qui est maux de tête, fatigue, nausées. Supérieur à 5000, l'air est vraiment toxique, manque d'oxygène, danger. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que par exemple, si au bureau, le soir, on a un petit peu mal à la tête, etc., bah, c'est pas toujours en fait dû à notre chef, hein. C'est peut-être parfois justement un espace qui est un peu trop confiné, un taux de CO2 un peu trop élevé dans l'air au cours de la journée. Le CO, quant à lui, donc encore une fois, à ne pas confondre avec le CO2. Le CO qui est totalement inodore, incolore, qui est un gaz plus lourd que l'air et extrêmement dangereux parce que plus lourd que l'air, il reste en fait à hauteur du sol. Il ne s'évapore pas facilement. Souvent d'ailleurs dans les chaufferies, il est demandé de prévoir des aérations hautes et basses pour faciliter justement la circulation de l'air et donc l'évacuation de certains polluants comme le CO. Alors, il est dégagé essentiellement par un mauvais réglage de la combustion, hein, sur différents moyens de chauffage, pardon, comme les chaudières ou certains ballons d'eau chaude fonctionnant à gaz. Mais il peut également se dégager par des feux ouverts ou diverses combustions. Encore une fois, comme des bougies ou des cigarettes. Dès qu'on a de la combustion, on peut dégager en fait du CO. Les effets du CO sur l'homme, bah, le CO, encore une fois, c'est extrêmement dangereux. À partir de 50 ppm, voilà, en termes de symptômes, on va dire que c'est la limite admissible. Après, sur un temps d'exposition, par exemple, si je prends la ligne 800 ppm, on commence à avoir des effets moyens. Si on est exposé au CO à 800 ppm à hauteur de 45 minutes, on va commencer à avoir des migraines et des vertiges. Au-delà de 2 heures à 800 ppm, on risque la mort. Le CO, c'est super dangereux. En France, ça fait une centaine de décès par an et on dénombre entre 400 et 600 intoxications au CO tous les ans, malheureusement, en hiver. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, que ce soit dans l'habitat, que ce soit, je vois qu'il y a des gens en fait qui sont habitués on va dire au chauffage, qui sont connectés, etc. Voilà, c'est dès que vous allez intervenir sur une chaudière, c'est vraiment vraiment à prendre vraiment avec attention. C'est vraiment, faut vraiment faire attention au CO. C'est vraiment très très dangereux et surtout on peut en mourir, quoi. On peut en mourir. Un peu moins connu, le SO2, qui est le dioxyde de soufre. Donc le SO2, c'est un gaz qui est dégagé par les cheminées, aussi les feux ouverts, et issu de combustions diverses. Voilà, il est aussi présent dans l'air du fait de la proximité d'industrie. Quand vous êtes à proximité d'industrie, il se peut que vous ayez du SO2 en fait chez vous, ou même dégagé par des pots d'échappement. Voilà, vous allez me dire pourquoi je parle de pots d'échappement en qualité d'air intérieur. Eh bien, par exemple, quand on est dans des ambiances en fait de parking. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, la qualité d'air intérieur, ça touchait pas uniquement le logement, ça concerne l'ensemble, on va dire, des espaces intérieurs de notre quotidien, vraiment. Autre polluant, le NO2, qui est le dioxyde d'azote, donc dégagé par tout type de source de chaleur. Encore une fois, les cigarettes, les feux ouverts, mais aussi par les cuisinières à gaz, il faut le savoir. Donc, l'utilisation de certains appareils de cuisson, à prendre aussi avec des précautions. Amusez-vous pas à faire une plancha à 10 dans une pièce de 9 mètres carrés avec les fenêtres fermées, tout étanche, sans ventilation ni rien. C'est pas très très bon pour la santé, même si c'est sympa, même si c'est sympa.
Le CH2O, donc le formaldéhyde, donc qui est un COV, je vous le rappelle, qui se retrouve par exemple dans tous les meubles, dans toutes les peintures, dans tous les produits de nettoyage. Et alors? Eh bien, il fait partie, comme je vous le disais plusieurs fois, de la grande famille des COV. Et c'est surtout un cancérigène avéré. Dans les COV, on va retrouver bon nombre de polluants, dont le formaldéhyde. Donc, qu'est-ce que sont les COV? Donc, les COV, ils sont utilisés comme désinfectants, comme fixateurs, comme liants dans les produits de bricolage, d'entretien, dans les revêtements des murs. On va les retrouver dans les revêtements des sols également, dans les meubles, dans différents plastiques et bien d'autres choses. Voilà. Ils sont également présents dans tout ce qui est fumée de tabac. Et promis, tout à l'heure, je parle des cigarettes, mais j'en veux pas aux fumeurs. Hein. Voilà, j'en veux pas aux fumeurs. Donc, les COV, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent provoquer des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives. Certains sont considérés comme cancérigènes, comme le formaldéhyde ou le benzène d'ailleurs. Ils réagissent aussi avec d'autres polluants de l'atmosphère, certains dont on a cité les noms tout à l'heure, et sont ainsi des précurseurs d'ozone ou de gaz à effet de serre. Voilà, certains paramètres de l'air favorisent en fait le dégagement des COV. Je pense notamment à l'humidité ou la température. Quand on fait un petit mélange des deux sur certaines conditions, il y a un dégagement plus ou moins rapide en fait qui se crée, etc. Alors l'humidité, qui est pas à proprement parlant en fait un polluant, euh, qu'est-ce que c'est l'humidité? Ben voilà, quand on est en hiver ou quand on chauffe, etc., tout ce qui est bougie encens, ben, ça nous provoque en fait dans nos intérieurs un air trop sec. A contrario, des débits de ventilation trop faibles, l'absence de chauffage, des remontées capillaires dans les murs, et je parle pas des cheveux, les remontées capillaires en fait dans les murs, donc les petites taches de moisissure qui remontent, etc., ça risque de nous provoquer en fait un air qui est trop humide. Un air trop sec, aura pour conséquence d'avoir un petit peu de présence d'électricité statique. Si par exemple sur un meuble, en fait, on met un doigt, on se prend un petit coup de jus, ou on touche une personne, on se prend un petit coup de jus, bah, c'est pas forcément que le courant passe bien entre nous. C'est peut-être parce que simplement que que l'air intérieur est un petit peu trop sec. Ça peut provoquer le développement des poussières. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais d'allergie, une peau sèche, la gorge sèche, des maux de tête, encore une fois, de la fatigue, certaines fissures en fait sur les matériaux et favoriser également le développement de virus et de bactéries. Un air trop humide, à contrario, un air trop humide, en fait, aura pour effet de nous provoquer des problèmes pulmonaires et des allergies diverses. Donc, des maux de tête constants, des décollements des peintures, des papiers peints. D'ailleurs, pensez à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au COV. Quand on s'amuse avec une décolleuse sans précaution à vouloir décoller notre ancien papier peint pour en mettre un beau tout neuf, et ben, imaginez ce petit bouillon de culture qui est évacué en fait dans nos atmosphères. Alors surtout si jamais vous faites des travaux chez vous avec des décolleuses ou ce genre de choses, pensez à aérer, c'est super important. C'est primordial pour votre santé. Voilà. Pour lutter efficacement contre l'humidité et les polluants, il est impératif de maîtriser les paramètres de la qualité d'air intérieur et bien sûr de maîtriser les débits de ventilation. Et pour pouvoir maîtriser, il faut mesurer. Voilà. Sans mesure, on ne peut pas savoir contre quoi on se bat, contre quoi on lutte. Sans mesure, on ne peut pas être certain que les débits de ventilation sont efficaces. D'ailleurs, dans les constructions neuves, ce sera normalement pris en compte dans la RE 2020, voilà, qui sera effective à partir de cet été, normalement si tout va bien. Donc d'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare actuellement un autre webinar sur les méthodes de mesure en ventilation que j'essaierai de vous présenter d'ici le mois de mars ou début avril. Donc, avec quoi Soermann peut mesurer les différents paramètres de la qualité d'air intérieure? On va rentrer dans notre deuxième partie. Donc, on va retrouver des appareils portables, donc qui vont s'adresser à tout type d'application, que ce soit dans le tertiaire, dans l'industrie, dans la santé. On va commencer par des petits appareils qui sont assez simples, qui s'appellent des EPI, donc des équipements de protection individuelle, qui sont plutôt des détecteurs. Je devrais plutôt les classer dans la famille des détecteurs plutôt que d'appareils de mesure portables. Je voulais vous les présenter, notamment, je vous parlais de CO, donc de monoxyde de carbone. Vous voyez, le premier, en fait, c'est le dernier de la gamme. Le CO, encore une fois, c'est super important. Donc, un petit appareil comme ça coûte pas bien cher. Ça permet de sauver une vie. Voilà. Si en cas de problème, ça s'allume, ça sonne, ça vibre, etc., ça vous dit, sauvez-vous. Donc, les petits détecteurs sont vraiment super importants, en fait, dans le quotidien, notamment, en fait, quand vous êtes exposé, justement,
des chaudières, des systèmes de chauffage, etc. Voilà, donc on a la même chose en fait en H2S, en O2, NH3, donc la NH3 c'est l'ammoniac, et puis d'autres en fait qui sont des explosymètres plutôt dédiés en fait à l'industrie. On continue avec les appareils de mesure cette fois-ci pour la qualité d'air, avec les tout petits, on va dire de la gamme, les CO-mètres, donc qui permettent une mesure de CO et de température. Donc plus précis que les petits détecteurs en termes de mesure. Un petit détecteur, on leur demande de réagir rapidement, de faire un petit bip bip, sauvez-vous. Eux, on leur demande en fait de préciser, de mesurer précisément. Donc pour tout ce qui est CO, pour tout ce qui est CO2, on va retrouver nos appareils qu'on appelle chez nous là en interne de la classe 110 avec un appareil qui fera la mesure de CO2 et de température avec un affichage des deux paramètres en simultané. Donc sur une plage de 0 à 5000 ppm qui correspond à la plage en fait de CO2. On va retrouver chez Kimo Surman des appareils également qui sont multisondes, donc qui feront le CO, le CO2, la température et l'humidité en paramètre principal. Paramètres secondaires, tout ce qui est vitesse, mais attention, vitesse avec des sondes omnidirectionnelles. Alors, c'est quoi ce terme barbare? Alors là, je vais m'adresser plutôt en fait aux gens qui sont dans la santé au travail, notamment. Ça permet de prendre une mesure de vitesse moyenne à un poste de travail, c'est-à-dire là où se trouve un salarié, on pourrait évaluer en fait à ce poste de travail quelle est la vitesse d'air en fait que le salarié le reçoit dans le confort thermique, dans le confort en fait de notre espace de travail, c'est quand même super important. Et il fera également la mesure de pression atmosphérique. Et là, on commence à avoir des appareils un peu intelligents qui feront des enregistrements, des moyennes, etc. et qu'on pourra décharger sur un petit logiciel. Dans cette gamme-là, on va retrouver également les appareils vraiment multifonctions, donc les appareils un petit peu stars de la gamme Kimo, Surman, donc qui feront CO, CO2, température, humidité, vitesse et débit d'air, que ce soit unidirectionnel ou multidirectionnel. Ce sont vraiment les appareils multifonctions, multisondes. Donc, toutes les sondes de la gamme Kimo Surman, on pourra les adapter sur ces boîtiers-là. Donc, pareil, c'est des appareils complets, évolutifs. On peut le faire évoluer un petit peu à la carte en fonction de nos besoins. Donc, ils existent avec soit des sondes filaires, soit avec des sondes qui sont radiofréquences, qu'on voit ici, en fait, sur la photo. Une sonde qui est déportée dans une main, l'appareil dans l'autre. Ça permet d'avoir aussi les mains libres si on souhaite poser le boîtier quelque part pour aller faire les mesures. Ça peut être sympa. Je vous présente également la nouvelle gamme qualité d'air de l'équipe qui vous fera donc l'ensemble des paramètres qu'on a vu tout à l'heure. CO, CO2, le NO2, le O2, l'H2S, le formaldéhyde, le COVT également. Donc COVT, c'est la mesure des composés organiques volatiles totaux. Donc on va dire l'ensemble en fait des composés organiques volatiles que vous avez avec une spécification en fait pour le formaldéhyde. Donc, température, humidité, pression atmosphérique, pression différentielle également. Et également, on a rajouté une petite cellule d'ozone, le O3, sur l'appareil que vous voyez tout à fait à droite, qui est le SIAQ Expert. Voilà, donc c'est une très très belle gamme qui permet de faire des mesures ponctuelles, un petit peu d'enregistrement. C'est très très pratique pour au moins déjà avoir une évaluation, on va dire, de la qualité d'air de nos différents intérieurs. Pour la partie poste fixe, on va retrouver également des capteurs dans l'ensemble des paramètres qu'on a cités en fait tout à l'heure, avec notamment les mesures de CO, CO2, des petits appareils qu'on appelle chez nous des monostats, c'est des appareils qui avertissent, donc ils se positionnent en fait en ambiance et sont équipés d'une alarme sonore et visuelle, que ce soit en CO, donc monoxyde de carbone, ou CO2, le dioxyde de carbone. Donc ça peut être sympa, par exemple, si on est dans un ERP, dans une salle de classe, etc. On peut très bien imaginer avoir un petit appareil comme ça qui est fixé au mur. Si jamais le taux de CO2 devient trop important dans cette configuration-là, un petit bip, le petit voyant rouge qui s'allume, un contact sec qui est envoyé directement. Donc leur rôle, c'était d'avertir. En CO2, on aura également des appareils qui transmettent. Alors, c'est quoi la différence? Le premier, je déclenche une alarme. Là, l'information, je la prends et je l'envoie quelque part. Donc, on pourrait très bien l'envoyer en fait un système en fait de régulation ou des choses comme ça, ou un système de surveillance que vous auriez déjà à part en fait en local. Donc, toujours en CO ou CO2. Mesure CO2 température, où on rentre dans des appareils un petit peu plus costauds, on va dire pour le grand tertiaire, l'industrie ou certaines applications qui nécessitent pas mal de précision et pourquoi pas le besoin d'avertir et de transmettre en simultané. Là, on aura un appareil complet, le COT 210, donc qui fera le 212, pardon, qui fera le CO2 et la température, donc équipé d'alarmes, de contact sec, donc pour déclencher, pour avertir en fait en temps réel, et également transmettre l'information avec des sorties, ce qui s'appelle les sorties analogiques. Donc, je ne vais pas détailler ce que c'est les sorties analogiques aujourd'hui. Enfin, on aura les appareils de type multifonction, alors qui eux feront tout, un petit peu dans le même esprit que tout à l'heure, l'appareil multifonction.
portable que je vous ai présenté. Là, l'appareil de capteur C310 fera tout en fait en termes de paramètres sur les capteurs, donc le CO, le CO2, température, hygrométrie, vitesse, débit d'air, éventuellement pression atmosphérique, pression différentielle. Donc équipé de relais, d'alarmes visuelles et sonores, comme les autres appareils de la gamme. Enfin, je vous l'avais promis, un petit focus sur les ERP et puis les enregistreurs associés. Alors pourquoi? Parce que la surveillance de la qualité d'air intérieur, il faut savoir, c'est une obligation qui est réglementaire aujourd'hui. Heureusement, il était temps dans certains ERP, donc dans certains établissements recevant du public. Donc depuis le 1er janvier 2018, crèche, école élémentaire, accueil d'enfants de moins de 6 ans. 1er janvier 2020, collège, lycée, université, centre de loisirs. 1er janvier 2023, tout ce qui est piscine couverte, établissement pénitentiaire pour mineurs, etc. Donc, cette mise en œuvre se fait par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement. Voilà, ça comporte une évaluation obligatoire des moyens d'aération du bâtiment et une campagne de mesure de polluants réglementés, qui sont le formaldéhyde, le benzène, le CO2 et dans certains cas, le tétrachloroéthylène. Voilà. Donc, ce qui fait aussi partie en fait de la famille des COV. Donc, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment concerné, donc de l'ERP concerné, doit pour ce faire soit réaliser des campagnes de mesure des polluants par des organismes accrédités, soit faire une mise en œuvre, ou soit mettre en œuvre, pardon, un plan d'action de prévention, un plan de prévention. Donc ça veut tout dire et puis rien dire. Voilà. Pour construire un plan d'action, encore faut-il faire un état des lieux, on va dire, de la situation. Hein, et la seule solution pour ça, c'est encore une fois de mesurer. Il y a pas d'autre mot. Sans mesure, en fait, on peut pas réellement en fait bâtir un plan d'action correct. Hein, on peut toujours décider de laisser ouvert toutes les fenêtres du bâtiment, toutes les portes, toute la journée, mais bon, on risque d'avoir nos enfants qui vont à l'école risquent d'avoir un petit peu froid, je pense, à la fin de la journée, surtout en hiver. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait déjà mesurer le formaldéhyde. Je vous ai parlé de formaldéhyde, benzène, CO2. Concernant le CO2, il est demandé dans cette réglementation une mesure en continu pour l'évaluation justement d'un indice de confinement, pour évaluer le confinement de l'air. Donc, les appareils devant avoir les caractéristiques de ce tableau, c'est-à-dire qu'en domaine de mesure, on doit être de 0 à 5000 ppm. Au niveau de l'incertitude, à plus ou moins 50 ppm, une certaine résolution, un temps de réponse assez rapide, une fréquence de mesurage de 1 point toutes les 10 minutes. Voilà, ça c'est ce qui est demandé en fait dans la réglementation. Donc les appareils, ça tombe bien chez Kimo Soermann, les appareils qu'on peut proposer dans ce domaine-là, on a des petits enregistreurs. Donc tout d'abord l'enregistreur Keystock, donc qui fera tout ce qui est mesure de CO2, température, hygrométrie, pression atmosphérique. Donc son rôle c'est d'enregistrer, avertir et évaluer. Donc en termes de mesure, donc il fera l'ensemble des paramètres, il répondra pile poil en fait à la réglementation. Et surtout, grâce au logiciel, vous avez des imprimés écrans qui sont apparus sur la droite, on pourra évaluer justement ce fameux indice de confinement en fonction des temps de présence dans la classe par exemple. Et enfin, notre solution connectée communiquant en LoRa qui permet de surveiller à distance les conditions de CO2, de température et d'humidité, de pression atmosphérique de tous vos bâtiments. Donc, c'est un peu le même genre en fait que le Keystock. Donc, sachant qu'il a aussi une mémoire interne, il peut enregistrer en local, etc. Mais surtout, grâce à ces appareils-là, on peut se connecter et voir tout ce qui se passe. Par exemple, encore une fois, c'est qu'un exemple, hein, mais dans une salle de classe, n'importe où dans le monde. Donc, imaginez, vous êtes une commune, vous avez des classes ou des ERP en fait à surveiller. On peut très bien imaginer avoir ces petits appareils qui sont mis un petit peu partout, on va dire, dans vos bâtiments et en temps réel, que ce soit sur votre PC, un smartphone ou une tablette, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe, notamment au niveau du CO2 et agir directement. Vous avez des alertes mail, etc., qui sont associées. Bien sûr, sur le boîtier, vous avez des petits voyants rouges et verts qui font état du fonctionnement et des alarmes si vous les avez programmés. Pour finir, quelques conseils pour maîtriser la qualité de l'air intérieur. Donc, surveillez les appareils à combustion, encore une fois. Ne fumez pas en intérieur. Assécher l'air et les surfaces humides. Aérer tôt le matin et ou tard le soir. Alors, attention aux produits d'entretien. Surveillez vos animaux, tout ce qui est poils, saleté. Possédez éventuellement, si c'est possible, un purificateur d'air. Voilà, attention à l'efficacité de certains. Et surtout, ventiler, ventiler, ventiler. Hein, aérer, c'est vraiment super important. Dans le cadre de la qualité d'air, c'est vraiment, vraiment très, très important. Donc, ce webinaire que je vous ai préparé, c'est aussi le fruit de la collaboration de nos services marché, commerce et communication. Donc, je voulais remercier aussi Karine, Véronique Lachézard qui est avec moi aujourd'hui. Et surtout, merci à vous
hein, qui avaient assisté, qui avaient participé en fait à cette session. On va regarder si on peut prendre quelques questions, s'il y en a, en direct. Sinon, on reviendra vers vous par mail éventuellement, car les questions sont recueillies automatiquement. Et n'hésitez pas également à nous faire part en fait de vos différentes questions, si vous demandez en fait si vous en avez sur le sujet, à l'adresse mail, à mon adresse mail personnelle que vous avez directement à l'écran. Merci à tous pour votre attention. Alors, j'ai Vincent qui nous demande si le keystock est étalonnable par vous-même. Bah, si vous avez des moyens métrologiques le permettant, oui. Hein, comme tout appareil de mesure, on peut étalonner n'importe quoi à partir du moment où vous avez les bandes d'étalonnage en fait associées. Étalonnage à ne pas confondre avec ce qui s'appelle l'ajustage, qui est le réglage de l'appareil. Donc, si vous êtes en capacité d'ajuster vous-même en fait les appareils, parce que vous avez des moyens métrologiques en fait en face qui le permettent, il y a des solutions dans nos logiciels qui permettent effectivement de réaliser le réglage. Alors pour le NH3, j'ai une question de Tanguy. Donc pour les mesures de NH3, non. En tout ce qui est NH3, on aura simplement des appareils de type détecteur, donc qui permettent une détection et puis un avertissement en cas de, enfin, si on franchit en fait un certain seuil, mais pas de collecte de données là-dessus. Bon, a priori, on voit pas de questions rapides. Alors Diane nous demande si il existe des seuils précis de fluctuation de température et d'humidité qui augmentent le taux de COV. Eh ben non, non, il n'y a pas de seuil précis. Malheureusement, c'est bien là toute la difficulté de la chose. Pourquoi? Parce qu'en fonction du matériau, en fonction que les COV soient présents dans des cols, dans des matériaux, certains meubles, etc. Bah, les conditions environnementales, donc température, humidité, n'auront pas la même influence. Donc c'est vraiment très très compliqué. D'où l'intérêt d'utiliser parfois des appareils comme les SIAQ en fait que je vous ai montré, qui permettent de mesurer les COV totaux présents dans l'atmosphère. À Diane de nouveau, quand la qualité de l'air intérieur pour les musées, les seuils de réactivité des objets sont très bas. Les enregistreurs sont-ils des niveaux de détection suffisamment précis pour obtenir des données au centième, par exemple? Bah, c'est vrai qu'en termes de résolution, parce qu'on parle de résolution, si je comprends bien la question, on va travailler surtout au dixième. Après, ça dépend des paramètres, parce qu'effectivement, il existe certains paramètres qui fonctionnent au centième. Donc, ce que je vous invite, Diane, c'est de m'envoyer cette petite question par mail afin que je puisse revenir dessus plus précisément quand vous m'aurez indiqué les paramètres qui vous intéressent. Quelle hygrométrie à respecter pour le confort humain? À quelle hauteur faut-il mettre le capteur? Bah, alors, un capteur d'hygrométrie, effectivement, on va prendre une mesure d'humidité, donc à l'endroit où vous le positionnez. C'est un petit peu bête comme réponse, mais c'est un peu le cas. Donc, effectivement, on peut estimer un certain rayon, encore une fois, en fonction de la circulation d'air dans le bâtiment. Au niveau de la hauteur, c'est par rapport à l'humain. Bah, le seul conseil que je peux vous proposer, c'est donc c'est Rui Duro qui nous pose la question. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de le positionner en fait à hauteur d'homme. Et a priori, j'ai plus d'autres questions. J'ai plus d'autres questions. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir conclure cette session. Encore une fois, bah, je vous remercie énormément pour votre attention. Au mois de mars, on va retrouver également un nouveau webinaire réalisé par mon collègue Philippe, qui vous proposera un webinaire sur la combustion directement, pour notamment, je crois, les chaudières à petite puissance de 4 à 400 kW. De 4 à 400 kW. Tout au long de l'année, Soermann vous proposera
plein de webinars sur des sujets vachement sympas, donc autour de la qualité d'air, de la ventilation, de la combustion, sur d'autres sujets également. Donc, on vous réserve plein de surprises pour toute l'année. En tout cas, merci une nouvelle fois pour votre présence, pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter par mail directement. C'est avec plaisir que je retransférerai vos demandes. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.